Bon, bonjour à tous et à toutes. On commence avec un petit peu de retard. Il est 17h08, 6, 17h06. Donc bonjour à tous et à toutes. C'est le dernier webinaire de Charles Perrin aujourd'hui. Et pour ce dernier webinaire, je suis très très heureux de pouvoir le présenter avec le docteur Franck Perret, médecin psychiatre, grand spécialiste du trouble anxieux généralisé, du trouble panique, du trouble agoraphobe et puis auteur de 3 ouvrages incontournables pour les TCCistes, Faire face au TAG, faire face aux paniques et faire face à l'agoraphobie, qui sert tout autant aux patients qu'aux thérapeutes et qui permet de conduire des protocoles à visée pointus, efficaces et qui restent encore aujourd'hui une grosse référence pour bon nombre de thérapeutes. Alors aujourd'hui, on va vous parler dans le cadre de ce webinaire d'un processus assez intéressant qui est connu et qui est bien connu, mais qui a toujours fait l'objet de controverses et puis à certains moments de difficultés pour l'objectiver, le conceptualiser et surtout l'opérationnaliser dans le cadre d'une prise en charge psychothérapeutique, ce sont les ruminations. Donc on va faire la présentation en deux voix, une première voix avec moi dans l'introduction, puis après je céderai naturellement la parole au maître, le docteur Franck Perret, pour vous parler des ruminations, et puis à la fin je reprendrai la prise en charge qu'on a développée ensemble dans le cadre du centre accueil dépression de la clinique Anoust, au sein de laquelle j'ai le plaisir de travailler avec le docteur Perret maintenant depuis 2018. Donc on fera un petit tour rapide sur cette prise en charge, sachant que pour les personnes qui sont intéressées, de toute façon, la clinique Anoust et le centre accueil dépression avec le docteur Maxime Bonin ont quand même l'intention de faire une manifestation en 2024 sur la prise en charge des ruminations et notamment les ateliers qui tournent autour de ce processus que certains appellent métacognitif, mais en tout cas qui reste un processus clé dans l'évaluation et la progression de nos patients dans le cadre des prises en charge psychothérapeutiques. Donc on va commencer avec le diaporama. Alors, nous nous sommes entretenus tout à l'heure avec Fanny Vaillant, qui est notre maître d'œuvre en matière de régulation sur tout ce qui est informatique, parce que je suis une bille. Et donc, nous a posé la question. Le diaporama sera disponible pour ceux qui le souhaitent, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce webinaire, sur le contenu. Et puis, on s'est aussi proposé de garder pour la fin les questions. On va essayer de vous faire cette présentation en 1 heure. Peut-être qu'on dépassera un peu, mais on va essayer de la faire en 1 heure pour garder au moins une demi-heure d'échange entre nous, 20 minutes, une demi-heure, pour répondre à vos questions ou partager vos observations. Alors, donc on va vous parler de ces facteurs qui sont des facteurs de maintien des troubles et plus particulièrement, on va vous parler aujourd'hui de l'influence des ruminations. Les ruminations, on en a parlé avec le docteur Perret dès 2018 parce que lorsqu'il est devenu psychiatre coordinateur au sein du centre accueil dépression de la clinique Anoust, on avait en charge bon nombre de patients qui présentaient des facteurs chroniques. Et on s'est très vite posé la question avec le docteur Perret de qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour ces patients-là, qui n'avaient pas déjà été faits et qui présentaient un certain nombre de points communs. C'est-à-dire que tous avaient bénéficié de prises en charge psychothérapeutiques plutôt efficaces, de traitements plutôt adaptés sur le plan chimio. Et puis, lorsqu'on faisait l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on reprenait les situations de problème et qu'on conceptualisait avec nos patients, on se rendait très vite compte qu'il y avait une fusion et donc une confusion entre les situations qu'ils nous décrivaient et puis eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se percevaient eux-mêmes comme le problème, comme si finalement il y avait une sorte de prisme qui venait complètement brouiller le schéma et qui empêchait la personne de percevoir de façon objective et adaptée une situation de problème type. Les questions qui se posaient à ce moment-là tournaient tout autour du pourquoi. Et c'est vrai qu'on avait une grosse focalisation de ces patients dans leur discours qui était centré sur le passé ou sur le futur, mais très peu sur le présent. Et le mode présent était particulièrement absent lorsqu'on avait des échanges avec eux. Alors, on a travaillé dessus et il se trouve que la semaine dernière, le week-end, là, le 13 et le 14, j'ai assisté au congrès de l'IRCAL, l'Institut de recherche comportementale et cognitive sur l'anxiété et la dépression de Bordeaux.
Et dans le cadre de ce congrès, j'ai assisté à une communication du docteur Emmanuel Hellé. Alors, c'est un directeur de recherche CNRS. Il est aujourd'hui à l'IMN de Bordeaux. C'est un spécialiste, médecin psychiatre, spécialiste en neuroimagerie. Et donc, dans sa communication, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'il est revenu, avec l'imagerie, sur quelques principes de base. D'abord, ce qu'il nous dit, c'est que le cerveau consomme au repos, c'est-à-dire de façon continue, 20% de l'énergie totale qui est consommée par le corps. C'est intéressant parce que ça veut dire que on a tendance à penser, et nos patients aussi de penser, que lorsqu'on est au repos, lorsqu'on est en train de vagabonder, lorsqu'on laisse ses pensées partir à droite à gauche et qu'on n'est pas concentré sur une situation, on va avoir un mode de consommation énergétique qui est un mode low cost. Finalement, c'est un peu comme si on économisait notre batterie. Ben, pas du tout, parce que toujours sur cette même communication, ce sur quoi il a insisté, c'est qu'on voit que lorsqu'on demande à quelqu'un d'avoir une activité cognitive soutenue, une activité attentionnelle, les variations finalement en consommation sont assez négligeables, en dessous d'1%. Ce mode de fonctionnement qu'ils appellent le DMN, le Default Mode Network, correspond à une sorte d'oscillation basse fréquence et d'activation de certaines aires cérébrales. Et plus particulièrement, on peut l'observer lorsque la personne va faire du vagabondage mental. Sachant que le vagabondage mental, pour nous, c'est cette espèce de principe qu'on va retrouver chez chacun d'entre nous, un peu automatique, qui consiste à laisser nos, nos pensées défiler. Et puis, très concrètement, la version pathologique, parce qu'on est toujours sur des continuums, pourrait constituer finalement la rumination. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça. Je m'en vais le virer de suite. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que quand on reprend cette présentation, on se rend compte avec l'imagerie cérébrale aujourd'hui que lorsque les patients sont soi-disant au repos, c'est lorsqu'ils ne font rien, lorsqu'ils n'ont pas une tâche attentionnelle soutenue, ils consomment énormément d'énergie et plus particulièrement, ils sont sur un mode de fonctionnement avec une activité cérébrale bien spécifique qui, elle, va varier et qui va diminuer fortement lorsqu'on leur propose une tâche attentionnelle. C'est intéressant parce que lorsqu'ils ont mené une étude auprès de 2250 personnes et qu'ils leur ont demandé à 3 moments dans la journée sur leur smartphone ce qu'ils faisaient, comment ils se sentaient, à quoi ils pensaient, ils se sont rendus compte que d'abord sur leur échantillon, il y avait énormément de personnes, 46%, qui étaient sur des tâches de vagabondage mental la plupart du temps, mais surtout, on s'est rendu compte que les personnes ne se sentaient pas forcément bien. Et ce n'est pas le fait de penser à quelque chose de positif qui va forcément améliorer l'état, c'est plutôt le fait d'être concentré sur le moment présent. Alors, la communication du docteur Mélé était intéressante, puisqu'il faisait un lien entre le vagabondage mental et le mindfulness, en disant que finalement, lorsqu'on est concentré sur une tâche, et plus particulièrement lorsqu'on pratique, on progresse dans le mindfulness, on va développer un autre mode de fonctionnement, et donc on va améliorer l'état subjectif, la perception subjective du bien-être chez l'individu. Donc ça, c'est intéressant. Alors, j'ai sauté sur le diapo, mais ça me semblait intéressant de dire en amont que finalement, les réflexions qu'on va vous présenter aujourd'hui, la prise en charge, il y a un corrélat neurobiologique qui existe, il y a une imagerie qui met en évidence, il y a des ondes qui ont été relevées, et finalement, ce qu'on a pu identifier d'un point de vue très théorique avec tous les apports de Watkins, Borkovec, Jenkins, Jean Pals et d'autres, finalement, ces théories ont effectivement une assise neurobiologique et c'est toujours intéressant de se rendre compte que ces hypothèses sont fondées aussi sur le plan physique. Retour au CADA, fort de nos discussions et de nos échanges sur les patients chroniques, on a décidé de faire une première étude. On a lancé une première étude auprès de 46 patients qui présentaient des scores de dépression. Alors, 91% de notre échantillon avait des dépressions modérées à sévères, et on s'est rendu compte que finalement, on retrouvait chez nos patients modérés sévères un style de pensée abstrait analytique bien particulier, celui dont on va vous parler. Plus largement, lorsqu'on a gratté un petit peu cet échantillon et qu'on est allé voir un petit peu comment ça se comportait, on s'est rendu compte que 62% de la variation du score de l'échelle de dépression de l'inventaire de Beck, la BDI 13, dépendait, était expliquée par le score de pensée abstraite analytique. Ça, c'est intéressant parce que tout de suite, on a fait une hypothèse qui était de dire, mais finalement, si les patients qui sont les plus sévères, qui ont tendance à être particulièrement chroniques, ceux qui se retrouvent dans l'inhibition de la dépression ou dans le dépassement et l'envahissement anxieux, si ces patients-là
finalement, ont énormément de pensée abstraite analytique, c'est qu'ils sont sur un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui vient maintenir leur trouble. Et donc, si on arrive à neutraliser ces pensées abstraites analytiques, on devrait de facto améliorer l'humeur et réorganiser l'action de ces patients qui semblent plutôt désorganisés. À partir de ce moment-là, cette hypothèse, on l'a passée et on est allé un peu plus loin. On a essayé de voir qu'est-ce qui, dans le cas de nos patients, allait expliquer les principaux facteurs de maintien. On a vu que nos patients présentaient une aversion, c'est-à-dire une intolérance très forte aux sensations, et c'est particulièrement vrai pour les anxieux. On a vu que la plupart de nos patients étaient particulièrement déprimés, donc présentaient des inhibitions massives, et donc il fallait penser à un moment donné peut-être les remettre en action. Et puis on a vu que ces pensées abstraites analytiques étaient un peu une liaison entre les deux. On s'est retrouvé donc avec une conceptualisation où on allait avoir des patients qui présentaient une aversion très forte et des ruminations, d'autres qui présentaient des ruminations et une inhibition comportementale très forte. Et finalement, en reprenant ces trois éléments, cette triangulation, tout naturellement, on concevait avec le patient de privilégier soit une prise en charge sur l'aversion, soit une prise en charge sur l'inhibition, soit une prise en charge sur les ruminations. Aujourd'hui, ce dont on va vous parler, c'est cette fameuse prise en charge sur les ruminations et plus particulièrement sur ce style de pensée caractéristique qui constitue indéniablement des facteurs de maintien très forts. Maintenant, pour vous parler de tout ça, je cède la parole au docteur Perret. Je vous ai mis juste le plan de présentation. Donc, ce que va vous faire le docteur Perret, c'est une présentation des ruminations, c'est plutôt le côté droit, et puis je finirai avec le déroulé d'une prise en charge classique qu'on a proposée, qu'on est toujours en train d'évaluer pour essayer d'améliorer et de rendre plus accessible et plus efficace encore. Alors, merci à toi d'avoir tout de suite, par cette étude, montré à la fois l'intérêt physiologique, neurophysiologique et l'intérêt clinique. On a employé un mot, pensée abstraite analytique, et qu'on va prendre le temps de détailler au fil de notre réflexion. Et d'abord, on va parler du bloc des ruminations. Alors, un peu d'histoire, d'où vient l'expression, ou plutôt l'ironie de l'expression rumination en psychologie. Ironie parce que les ruminants, quand ils ruminent, c'est pour digérer. Et ce n'est pas très caractéristique de l'effet d'une rumination mentale. Semble d'ailleurs que ruminer fut d'ailleurs conçu en fait comme un processus facilitant l'apprentissage, action de réciter par cœur en chuchotant, au XIVe siècle. Et que la connotation négative et pathologique associée aux ruminations a été faite surtout au XIXe siècle comme un ressassement incoercible d'idées sombres, de prévisions pessimistes dans les états dépressifs et les délires de persécution. Petite parenthèse par la poésie. Poésie et rumination. Vers les années 70, Charles Baudelaire, poète maudit s'il en est, a écrit un poème qui m'a toujours beaucoup marqué, qui se termine par 4 vers, je vous donne les 2 premiers. Tête à tête, sombre et limpide, qu'un cœur devenu son miroir. Et après, ça se termine en apocalypse mentale dont je ne parlerai pas. Alors, le poème s'appelle L'Irrémédiable. Un autre poète, un peu plus tôt, que tout le monde connaît en France, Paul Verlaine, a écrit Dans le ciel et par-dessus le toit, donc il était en tôle. Qu'as-tu fait, ô toi, que voilà, pleurant sans cesse? Qu'as-tu fait, dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà de ta jeunesse? Les deux sont dans une pensée de type rumination, et c'est ça qu'on va apprendre, en fait, à la début. Donc, eux, ils avaient bien compris, avant les psychiatres, ce que c'était que la rumination. Rumination et psychiatrie. Alors, les ruminations, d'abord, sont des pensées récurrentes négatives. Ce n'est pas les seuls, il y a aussi le TAG, l'anxiété généralisée qui en fait partie. Et on décrivait au début ça comme un ressassement négatif intermédiaire.
Actuellement, on considère que les ruminations appartiennent donc au groupe des pensées récurrentes négatives, mais plus spécifiquement que la rumination est une manière de se penser négativement, ce qu'avaient très bien exprimé les poètes. Alors, les troubles psychologiques qui sont affectés par ça, Gérard en a déjà parlé à un moment, c'est les dépressions. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'elles ont été le plus étudiées. Depuis les débuts des années 80, on en parle, mais sans... Et au fur et à mesure que des TCC spécifiques de dépression ont été développés, comportementales ou cognitives, ou associant les deux comme en thérapie de Beck, on s'est rendu compte que on ne traite qu'un peu plus de la moitié des patients, qu'on prévient pas toutes les rechutes, et surtout que quand les patients ruminent, ça ne les traite pas du tout. C'est dans ce contexte que le processus de pensée a été progressivement analysé et finalement modélisé dans la dépression comme un style de pensée. Le style, on va prendre le temps de le définir, c'est qu'une première thérapie spécifique a été élaborée par Watkins avec l'aide de Tisdale, qui s'intéressait à d'autres aspects de la dépression, puisqu'il a participé au développement de la thérapie de prévention de rechute dépressive basée par Mindfulness. Les phobies sociales, résultant d'un processus émotionnel et psychologique qui est la focalisation interne, donc tout le monde le sait, associé à une évaluation négative de soi, et qui produit une espèce de boucle avec le post-mortem, c'est-à-dire qu'à force de se regarder le nombril, on n'avance plus, et on n'a que les conséquences négatives de notre style d'adaptation. Tout ça, les spécialistes de l'anxiété sociale l'ont parfaitement identifié. Cependant, à ma connaissance, leur programme ne cible pas spécifiquement le processus de rumination, qui peut être un facteur de résistance, je mets le mot entre guillemets, à la thérapie, chez les patients que la rumination rend incapable de s'exposer de manière constructive. On verra pourquoi ça peut rendre incapable de s'exposer correctement. Et donc, il ne faut pas confondre les difficultés liées à la rumination avec un évitement au sens comportemental du terme. Il est aussi établi qu'un domaine que connaît bien Gérard, les états de stress post-traumatique, notamment précoces, notamment multiples, sont des grands facteurs de déclenchement de rumination qui posent un problème et qui peuvent donner des résistances malgré des thérapies parfaitement au point d'exposition ou de MDR. Certains patients continuent d'aller mal et en général, ce sont des gens qui ruminent, enfin ça, Gérard. Certains troubles anxieux généralisés, alors c'est l'autre groupe de pensées récurrentes négatives, notamment quand la notion d'exigence personnelle est fortement engagée dans le cadre des inquiétudes. La thérapie spécifique de TAG élaborée par Mark Friston est centrée sur l'intolérance à l'incertitude. Alors, un type assez génial, parce que c'était en 93, il était encore jeune chercheur, il a pondu une échelle de 27 items, et qui fait faire un profil d'intolérance à l'incertitude. Ce sont des items que les gens cochent. Et donc lui, il s'est dit, si les gens se font du souci, c'est qu'il y a une logique qui les oblige à se faire du souci. L'échelle d'intolérance à l'incertitude, c'est la logique qui oblige à se faire du souci. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Et en fond, petit à petit, on a répliqué dans la dépression, quand je dis on, c'est pas moi, c'est Watkins, mais on a répliqué dans la rumination ce qui avait été appliqué dans le tas. Et on verra un peu plus concrètement tout à l'heure comment. Dans les troubles anxieux, il y a aussi les TOC, notamment quand il y a une désorganisation très importante de l'action adaptative en rapport avec des exigences internes élevées et inflexibles. Et donc, à ma connaissance, là,
les TCC par exposition patine sont peu efficaces et on retrouve en fait les mêmes logiques d'exigence interne inaccessibles. Le stress au travail chronique, bon, j'insiste pas là-dessus. Les dépendances, même quand les patients sont contemplatifs et motivés à sincèrement engagés dans un suivi, sont presque toujours un manque de confiance en eux et des pensées négatives en rapport avec les expériences de résistance dans la vie réelle. Et ça, c'est un point qui est très très proche de la rumination. Ça fait beaucoup. Ça nous montre simplement qu'on parle d'un processus transdiagnostique qui, dans les cas complexes, s'ajoute, Gérard l'a évoqué tout à l'heure, aux autres processus spécifiques de tel ou tel trouble. Et dans ce cas, eh ben, on ne peut pas demander à une thérapie qui est ciblée sur un processus d'en traiter un autre. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faute, c'est comme ça. Mais par contre, c'est une bonne raison pour essayer de comprendre comment d'autres trucs fonctionnent. Alors, dans la liste, il y a aussi les histoires de vie sans qu'il y ait objectivement au sens clinique des stress post-traumatiques, mais les histoires de vie avec cumul de stress et problèmes, comme on en voit avec tel de jour, santé, vie personnelle, pognon, vie familiale, vie professionnelle, etc. Quand les gens ont tous les problèmes à la fois, parce que malheureusement, on connaît un certain nombre qui ont tous les problèmes à la fois, on peut dire qu'ils ont des bonnes raisons de ruminer. Et que ça fait une deuxième couche qui les affecte et qui est un problème. Maintenant, les troubles. On vient de le faire. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Rumination et mon expérience clinique. Donc, la plupart des patients déprimés qui nous consultent font les efforts qu'on propose pour se soigner. Et ces efforts peuvent s'avérer peu productifs pour guérir ou empêcher une rechute. La question, c'est faut-il insister, dans certains cas oui, la bienveillance, recommencer ce qu'il a déjà fait, ou essayer de comprendre s'il y a un autre problème. En tout cas, on peut se poser la question. C'est à la fois un problème technique et un problème d'alliance avec le patient. Comme plusieurs de mes compagnons de l'IRCAD, en particulier au CADA, on est régulièrement confronté à des cas complexes, souvent durables. Donc, avec plus au CADA, par exemple, c'était 57% de comorbidité ESTT, des conditions de vie souvent difficiles. Donc, l'idée, c'était on fait ce qu'il y a à faire classiquement. Si ça ne marchait pas, on cherche d'autres vulnérabilités. Notons par ailleurs que si Beck a conceptualisé les schémas dépressifs, c'est que la TCC d'activation et de cognitif qu'il a proposé avait ses limites. Il n'a jamais dit explicitement, mais c'est quand même pour cette raison-là. Et qu'on voit, notamment Christine Mirabel-Sarraud est un des représentants qui a bien manié cette technique en France, et qu'elle obtient des résultats qui sont très longs, mais le problème, c'est pas que ce soit long, le problème, ce qui est bien, c'est d'y arriver. Donc on peut assouplir en fait des façons de s'adapter dans la vie par l'angle des schémas, plus d'approche de schémas, et j'en parlerai pas parce que je les connais. Puisque les ruminations peuvent infiltrer plusieurs pathologies, ça nous semble très important de pouvoir maintenant s'intéresser au processus de rumination. Donc la première question, c'est quand cibler une rumination? Réponse basique, Gérard en a parlé tout à l'heure, quand on a affaire à des pensées récurrentes, négatives, persistantes, notamment s'il y a un traitement convenable par exemple. Maintenant, on va parler un peu de diagnostic et des évaluations psychométriques. Alors,
Le diagnostic, c'est les pensées récurrentes négatives qui vont être évaluées par des questionnaires. Le premier questionnaire qui a été mis au point aux États-Unis dans les années 80, c'est la RRS, enfin c'est Rumination Response Time. Voilà, dans une liste à la Prévert, on essayait de voir quels étaient les items qui étaient corrélés en fait à la dépression et dans une échelle de 22. Après, elle a été purifiée avec des items, enfin peu importe. La RRS reste une référence pour évaluer la force globale du processus de rumination. Plus récemment, Watkins et j'ai oublié le nom tout à l'heure, l'autre, ça me revient. Bon, a développé une échelle qui s'appelle la CERTS, c'est le Cambridge Exeter. En fait, c'est une échelle d'évaluation, un questionnaire très ouvert, dont ils ont extrait 16 items, qui est la CERTS, en fait, qui est une échelle spécifique du processus de rumination. Plus spécifique que l'échelle RRS, on va voir pourquoi. L'échelle, je le dis parce que j'ai avancé sur une diapo qui est la présentation qui suit là. L'échelle, la mini-CERTS, vous aurez une diapositive tout à l'heure qui va vous détailler l'échelle et qui va vous donner des exemples d'items. Pour la RRS, par contre, elle est disponible en ligne et ce n'est pas trop l'objet de notre contenu aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans quelque chose qui est en relation avec le climat. Il y a deux clés à comprendre sur le processus de rumination. La première clé, c'est Borkovec, Tom Borkovec, canadien anglophone, qui a décrit ce que Reduced Concreteness, que je traduis bêtement par concrétude réduite, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le traduire. Bref, il vaut mieux expliquer ce que c'est. Le processus de concrétude réduite est lié au fait que quand il y a une activation émotionnelle forte, peur, sensation de faiblesse, etc., ça sélectionne un raisonnement biaisé par cette activation émotionnelle, qui désengage l'esprit des solutions de problèmes, en focalisant l'attention sur l'évaluation, en général négative, de soi. Donc, on est face à un problème, et devant ce problème, hop, ça évoque ce qui avait été décrit dans l'anxiété sociale, vous voyez, où il y a l'espèce de focalisation interne. Ben, le sujet est intellectuellement en train de penser à lui. Est-ce que je ne vais pas y arriver, j'ai peur de ne pas y arriver, etc. Donc des pensées centrées sur lui. Ça, ces pensées-là, on les appelle les pensées abstraites analytiques. Donc dans l'échelle de la mini-CERTS, il y a un certain nombre de pensées abstraites analytiques, et puis il y a un certain nombre de pensées qu'on appelle concrètes expérientielles, qui sont des pensées relatives à des solutions de problèmes. C'est une échelle qu'on fait passer en générique, comme n'importe quelle échelle, aux gens, mais dont on a montré que quand il y a un nombre d'items, de scores, si vous voulez, d'items abstraits analytiques importants, ça confirme qu'on est dans une rumination qu'il faut traiter. Donc là, on a un instrument qui sert de photo au départ et qui va nous servir de photo à l'arrivée. Et qui en plus, ce n'est pas seulement une photo, c'est une photo de la force du processus mental. Le processus mental, c'est le traitement de l'information, soit centré sur soi, soit centré sur les problèmes auxquels on a à faire face. Alors, la deuxième clé, je viens de l'évoquer, par Watkins et Tisdale, le nom que je cherchais. Donc, là, il y a leur échelle montre bien quels sont les items en pensée abstraite analytique
qui seront des cibles de la thérapie, et quels sont les items en pensée concrète expérientielle, qui seront des choses, des pensées sur lesquelles pourra s'appuyer la thérapie. Et elles sont déjà là. Le problème, c'est d'aider les gens à s'y connecter. Ça, c'est une étape importante, si vous voulez, le switch d'une forme de pensée à l'autre. On va en parler un petit peu, comment on le fait dans la thérapie. On le fait d'une manière un petit peu particulière chez nous. Alors, je vous ai mis la description de la mini-CERTS, la fameuse échelle, qui fait l'objet d'une validation française et qu'on peut utiliser. Donc, c'est une échelle en 16 items. 7 concernent les pensées concrètes expérientielles, la pensée concrète expérientielle, et puis 9 items concernent la pensée abstraite analytique. Et vous verrez que, parce qu'elle est libre de droit aussi, vous verrez que pour la pensée concrète expérientielle, il suffit de faire la somme des items. Pour la pensée concrète, pour la pensée abstraite analytique, c'est pareil, c'est la somme, sauf un item qui est inversé. Donc, du coup, on inverse. C'est une échelle Likert. Ce sont deux modes de traitement qui sont fondamentalement incompatibles entre eux. C'est comme une échelle bipolaire, on est sur un pôle ou sur l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'on va utiliser l'échelle, on va voir qu'il y a un style, une dimension qui prédomine chez nos patients et qui donc va révéler que dans ce mode de fonctionnement général, on va avoir un style de pensée qui sera d'une nature ou d'une autre. Bien évidemment, quand il est en mode concret expérientiel, on est plutôt organisé, orienté sur l'action, en mode présent, et à l'inverse, en mode abstrait analytique, on a des personnes qui vont présenter des surgénéralisations, qui vont se désorganiser et qui vont complètement s'inhiber, mais pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que la particularité d'une rumination, comme Franck le disait tout à l'heure, c'est pas une pensée, c'est un processus qui va durer indéfiniment, qu'on retrouve particulièrement bien, et c'est pas un hasard s'il a travaillé dessus, qu'on retrouve particulièrement bien aussi avec le TAC. Bien que, personnellement, je ferais peut-être une petite différence entre le souci et le style de pensée abstrait analytique, parce qu'il peut y avoir à certains moments des différences. De la même façon, je termine sur la diapo, parce que c'est juste une incartade dans la présentation de Franck. Je vous ai mis sur cette diapo-là des exemples de formulations qu'on va retrouver pour les items en pensée concrète expérientielle. J'y pense de manière ouverte, libre et créative pour la pensée concrète expérientielle. Je semble être immergé dans l'action et en contact avec ce qui se passe autour de moi. Ça aussi, c'est du style de pensée concrète expérientielle. Et puis surtout, dans l'inverse, en pensée abstraite analytique, on va retrouver des items plutôt du style je me compare aux autres personnes, je m'en fais de ce que les autres pourraient penser de moi, ou encore mes pensées ont tendance à fuser à partir d'un événement spécifique vers des aspects plus larges et généraux de ma vie. Donc on se retrouve vraiment avec deux modes de pensée diamétralement opposés, et c'est bien dans l'exploitation de cette échelle-là, validée, avec une très bonne fidélité, qu'on va pouvoir mettre en évidence avec son patient un style de pensée prédominant. Je referme la parenthèse et je reviens sur la présentation de France. Oui, mais c'est un élément clé. C'est bien d'insister. Et donc, en fait, ce dont vient de vous reparler Gérard, c'est la clé. C'est une clé de la thérapie. Bon. Et on a une autre, et qui n'est pas explicite dans la thérapie de Watkins, et sur laquelle on insiste beaucoup au cadavre. On considère qu'il y a deux types de rumination. Alors, pour rester un peu dans le même vocabulaire, il y en a que j'appelle les ruminations concrètes, entre guillemets, pour être un peu ironique, mais qui sont en rapport avec une situation problème assez limitée et une action possible bien définie, dans un délai assez court. Donc, en fait, quelque chose qui est testable, pour parler autrement. Dans ce cas, l'objectif est de commencer par développer des pensées concrètes en solution de problème. Là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Indépendamment de la confiance en soi ou dans l'efficacité de la démarche. Donc, ce qui arrête quelqu'un qui attaque, c'est pas qu'il raisonne comme un taubour. Il peut se dire, il faut faire ça, et en même temps se sentir incapable de le faire. Bon, ou avoir peur de ne pas réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de raisonner en pensée concrète expérientielle. Donc il faut lui faire ce constat-là,
c'est qu'il a déjà une ressource, mais il n'y est pas connecté. Si il a pas cette ressource, il va falloir la préparer avant de passer à l'action. Bon. L'autre type de rumination, de sous-rumination, c'est-à-dire qu'on a distingué, toujours pour rester dans les mêmes terminologies, c'est les ruminations abstraites. C'est-à-dire, elles sont en rapport avec un contexte assez général, renvoyant fortement à l'image négative de soi, sentiment d'incapacité, de nullité, vous voyez, des idées très générales sur soi et négatives, plus qu'à l'évaluation du problème, ou d'un problème bien défini. Dans ce cas, l'objectif ne va pas être seulement de trouver une bonne solution, si vous voulez, en termes habituels de solution de problème. Le problème de la thérapie va être d'affaiblir l'adhésion, l'adhérence, ce qu'on voudra, la force de la croyance dans ces pensées abstraites analytiques. Or, on ne peut pas considérer qu'on peut les changer. Le problème, c'est pas qu'elles soient fausses, le problème, c'est le degré de l'adhésion à la pensée. Ça, c'est un point très particulier de notre thérapie, mais qui est très important. Et on va sortir de cette dichotomie pensée fausse, pensée vraie, plus on va être à l'aise avec les patients, et puis ce qui est important, c'est plus eux, ils vont être à l'aise avec nous. Nous, on est payé pour le voir. Donc le résumé, si vous l'analyse fonctionnelle, je vais repasser après. Il y a deux modes de pensée, il a très bien rappelé comme objectivés par la mini-CERF, dont un constructif et un toxique. Ces deux modes de pensée sont incompatibles, mais le mode abstrait analytique est très facilement dominant. Parfois, il suffit d'une pensée en mode abstrait analytique pour bloquer toute la chaîne d'adaptation. Donc, quand on va utiliser des solutions de problème, en fait, chaque étape, autant que faire se peut, on va décomposer l'action en sous-tâches. Chaque étape, je peux vous en donner un exemple. Un monsieur au Canada qui était en grande difficulté complexe, parce qu'il avait aussi, il s'agitait comme ça, il pouvait être brutal, pas méchant, mais taper, ça compliquait un peu les relations. Et ce jour-là, il avait l'intention de faire une démarche très constructive pour faire valoir ses droits auprès d'une administration. Et il redoutait énormément le contact avec la personne, d'être mal reçu, que ce soit pas clair, qu'on ne comprenne pas, qu'on l'écoute pas. Et donc, on a décomposé les choses en comment on pourrait faire, voilà, ce que vous pourriez faire pour préparer que l'entretien se passe bien. Alors, les réponses qu'il a trouvées, c'est prendre un rendez-vous au lieu d'y aller comme une fleur. Deuxièmement, c'est demander, si possible, quel document il fallait porter. Troisièmement, c'est arriver avec les documents. Et quatrièmement, se dire qu'on ne pouvait pas faire plus. Que la personne pourrait mal nous recevoir, peut-être que la démarche n'aboutira pas, mais en tout cas, ça ne dépend pas de nous. On aura fait ce qu'il faut pour mettre les chances de notre côté. Et en fait, ça a été énorme pour lui, mais malgré le stress, il a eu un comportement tout à fait affable, malgré quelques tics. Il a été gentiment reçu, il a beaucoup apprécié la personne, et ça a marché. Et ça, il faut un peu de chance pour que ça se produise, et ça s'est produit parce qu'il était très au clair sur le fait que sa démarche était cohérente et il était dans sa dignité. Et lui, il faisait ce qu'il pouvait et il ne faisait pas parce qu'il devait obtenir. La notion de la pensée abstraite analytique, c'est je dois obtenir. Soit je n'y arrive pas parce que je suis incapable, soit je n'y arrive pas parce qu'on me maltraite. Cette pensée-là, elle n'est pas utile pour réfléchir. C'est une pensée évaluative. Alors, maintenant, je vais repasser la main au camarade Jérémy.
Oui, camarade Franck, je reprends la main. Ah bon? Donc en fait, Franck vous a présenté les ruminations. C'est à partir de ce découpage qui reposait non pas sur la rumination elle-même, ce qu'on voyait avec la RS22, ce dont il vous parlait tout à l'heure, mais davantage sur le style de pensée qu'on a commencé à réfléchir sur une prise en charge. Toute la difficulté repose avant tout sur cette capacité d'autodétermination. C'est-à-dire que la personne doit non seulement changer pour elle-même, par elle-même, mais doit prendre conscience non pas d'un épisode, d'un phénomène précis, mais d'un processus au sens large. Et c'est là que toute la subtilité va être dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'on est sur un style de pensée. Alors, c'est quelque chose qu'on a décliné et qu'on a structuré à partir d'un cahier des charges général que Franck a appelé changer de style, agir et évaluer, c'est le CAE, pas le contrat d'avenir pour l'emploi pour ceux qui l'ont connu. Donc changer de style, agir et évaluer, c'est vraiment le contrat qu'on passe avec nos patients. Et c'est cette étape pour y arriver. La première étape, ça part d'une expérience concrète, parce que comme la plupart des prises en charge qu'on propose en TCC, la part expérientielle est déterminante quand on a la capacité à observer ces changements pour soi-même et par soi-même, il y a une valeur de preuve et un renforcement naturel qui est bien plus fort que dans la simple compréhension. D'ailleurs, et ça doit être votre cas en ce moment en nous écoutant, les ruminations sur le plan intellectuel, tout le monde peut les comprendre et tout le monde peut y adhérer. Par contre, pouvoir mettre en musique, passer à l'acte, c'est beaucoup plus compliqué et ça nécessite non seulement un entraînement, mais une méthodologie assez rigoureuse et des répétitions et des répétitions et des répétitions. Et le tout sur des expériences très personnelles parce qu'on va se nourrir finalement de nos propres expériences. Qu'on appelle souvent cette prise en charge, on l'appelle une thérapie expérientielle parce que vraiment, c'est ajusté à la personne, ça repose sur ses expériences personnelles et sur son débriefing. Donc la première étape, c'est cibler une rumination concrète, parce que c'est beaucoup plus facile qu'une rumination abstraite. Ça, c'est ce que vous rappelez, Franck, tout à l'heure. Ensuite, on apprend à observer les deux styles de pensée dont on vous parlait, la pensée concrète expérientielle et la pensée abstraite analytique. Puis ensuite, on invite les participants à changer de style de pensée pour observer ce que ça fait finalement. Puis, étape cruciale, on engage le changement, mais bien évidemment qu'on va se motiver pour engager ce changement. Puis on programme ce changement. Alors ça fait un peu, ça doit vous faire penser ce qu'on est en train de vous raconter à la conceptualisation de Prochaska et Clément avec les différents stades du changement, pré-contemplation, contemplation, action, j'en passe et les meilleurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une thérapie centrée sur un processus, c'est particulièrement important de programmer le changement, d'avoir des étapes, des sous-étapes, et d'être bien au clair sur qu'est-ce qui va nous amener à risquer le changement avant de basculer sur le dernier point finalement, qui est l'évaluation, le retour avec une expérience comportementale qui permet de reboucler favorablement, puisque l'objectif, c'est de passer d'une désorganisation et une inhibition à une réorganisation, une action et à des cercles vertueux. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait qu'avec, bien évidemment, une analyse après coup d'une expérience comportementale qui a été finement conçue, toujours dans le registre de la page 121 à l'époque du livre de Franck Perret sur Faire face aux paniques, à savoir qu'une exposition, c'est quand même quelque chose de gratuit, c'est quelque chose de contrôlé, c'est quelque chose dans lequel on reste jusqu'à ce qu'on observe réellement un changement et dont on sort gagnant. Et quand on respecte ces quelques règles-là, effectivement, on peut quand même extraire de ces expériences comportementales de véritables règles qui vont venir bonifier non seulement la confiance en soi, mais qui vont venir renforcer des croyances vertueuses, parce que la plupart du temps, nos patients vont avoir, dans le cadre de l'activation liée à la pensée abstraite analytique, tout un tas de croyances dysfonctionnelles qui vont venir se rappeler à eux. Alors, je voudrais juste reprendre là-dessus. Le point 2, apprendre à observer les deux styles de pensée et leurs conséquences. C'est ça qui est important, et leurs conséquences. Ensuite, ce que Watkins a inventé, c'est le changement de style. Et sur un tableau, il écrit à gauche la liste, la séquence des pensées successives pour une action donnée, donc qui sont en général des pensées abstraites analytiques, et pensée par pensée, on va aider la personne à chercher une alternative. Bon, je ne vais pas y arriver, c'est qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que font les autres. Voilà.
je prends, comme le monsieur tout à l'heure, je prends un rendez-vous, etc. Donc c'est très très important déjà parce que on se rend compte que c'est aussi la théorie de l'engagement. Quand les gens ont commencé le changement, en général, c'est pas très compliqué de continuer. Le plus compliqué, c'est de commencer le changement et de le faire avec des fiches qui forment un reflet qui est fixé. Parce que si c'est un entretien et puis qu'on rentre à la maison, on a tout oublié. Donc la fiche, c'est un reflet qui va les aider tout au long de la thérapie à progresser et à mémoriser et à fixer leurs pensées au lieu de repartir en mode abstrait analytique. Et ça va les aider à se motiver. Donc voilà. Ok. Ouais, je pense que de toute façon, dans la présentation, Franck va intervenir 2-3 fois parce que je vais certainement oublier des choses. La première étape, donc, c'est choisir une rumination concrète pour s'entraîner. Ça, c'est important. Alors, c'est assez facile parce que, comme on le disait, la rumination, c'est un processus naturel. Et quand la personne a une prédominance du style abstrait analytique, en fait, ce type de pensée vient assez vite. Mais par contre, il vaut mieux commencer sur une pensée concrète, quelque chose qui ne va pas renvoyer à une surgénéralisation, c'est-à-dire par rapport à un problème bien défini qui se présente. À partir de ce moment-là, on l'aide à observer ce que ce style de pensée va avoir comme conséquence psychologique et concrète, c'est-à-dire qu'est-ce que ça déclenche comme sensation, quelles sont les croyances dysfonctionnelles qui sont rattachées à ça, en quoi ce style de pensée, les ruminations vont amener à dégrader ses relations avec les autres, quel type d'évitement il met en place. Alors, on retrouve très largement dans ce cadre-là des procrastinateurs parce qu'on procrastine énormément lorsqu'on est confronté à des ruminations. Et derrière, indépendamment de l'ébranlement de la confiance en soi, il faut quand même rappeler que la plupart du temps, ce style de pensée, ces ruminations ont une fonction. On a toujours de bonnes raisons de ruminer. Donc on lui fait observer au patient les conséquences concrètes et psychologiques de ces ruminations qui vont durer des heures. On l'amène à faire une analyse fonctionnelle pour lui faire ressortir en quoi, indépendamment des conséquences concrètes et psychologiques, finalement, ce style de pensée va le faire glisser dans l'inhibition, développer des évitements et va renforcer des pensées autoréalisatrices ou des prédictions et quelquefois même des cercles vicieux qui sont le cœur même des ruminations. Bref. Alors, si on résume en une phrase et qui vous servira, c'est quand je pense comme ça, où est-ce que ça m'emmène? Là, on est dans la conséquence d'une pensée et on ne va pas du tout discuter sur la pertinence, le réalisme de la pensée. Donc, il faut vraiment les guider pour observer le lien qu'il y a entre une pensée et ses conséquences. Voilà. Soit ça m'aide à agir, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, soit ça m'aide à stresser et ça me paralyse. Il s'agit, encore une fois, pour le moment, d'un entraînement. On n'envoie pas les gens au charbon tout de suite. Mais tant qu'ils ne peuvent pas s'entraîner à le faire et s'entraîner à avoir une aberration pour les pensées abstraites analytiques, en fait, il faut qu'ils en aient ras-le-bol de penser. Donc, à chaque fois, il faut qu'ils observent que quand ils ont une pensée analytique abstraite, ils sont plantés. Ça prend du temps. Si vous voulez, c'est pas le comprendre, ça va vite. Il faut l'observer plusieurs fois. Et petit à petit, on voit les gens qui prennent de la distance tout seuls, notamment dans les thérapies de groupe. Et on n'a pas besoin de les convaincre, si vous voulez. C'est pas la peine de leur faire raisonner là-dessus. Petit à petit, ils s'aperçoivent que leur façon de penser est leur principal handicap. Même s'ils ont des handicaps ou des défauts au départ, comme je pense à certaines personnes qui peuvent avoir des défauts de surdité ou de physique, peu importe. Ils ont des défauts, mais ils ne sont pas un défaut. Voilà. Donc c'est plutôt comment est-ce que je peux faire avec mon défaut autrement que la manière dont je fais actuellement. Oui, ça renvoie à cette fusion-confusion. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette première étape, c'est aussi l'occasion de montrer à la personne que finalement, la cible de la thérapie, ça va être le processus de rumination. Toujours. Donc, on ne rentre pas dans une sorte d'escalade symétrique sur la crédibilité, la faisabilité, la véracité de ce qu'il reproche ou pas. On reste sur le processus lui-même. La deuxième étape,
parce que je vais essayer de garder du temps pour les questions. La deuxième étape, c'est d'apprendre à observer les deux styles de pensée dont on vous parlait, c'est-à-dire de faire la différence entre ce style concret expérientiel qui finalement nous amène à avoir des expériences positives et des cercles vertueux, et puis le style abstrait analytique qui, lui, va nous faire tourner notre regard sur l'état intérieur, qui va finalement nous donner une image très négative de nous-mêmes, qui désorganise l'action et qui vient confirmer toutes les croyances dysfonctionnelles qu'on peut avoir pour nous. À partir de ce moment-là, on va voir des expériences négatives s'enchaîner les unes aux autres et constituer de véritables cercles vicieux qui vont s'auto-nourrir et qui vont déterminer encore un peu plus la force des pensées abstraites analytiques après. Donc on est sur une étape qui est importante. Une fois que la personne a observé finalement que c'est le processus de rumination qui pose problème, elle observe que les deux styles de pensée ont des conséquences, mais que par contre, il y a toujours un style qui va dominer sur l'autre. Et finalement, on l'amène très naturellement à observer que son ennemi, c'est la pensée abstraite analytique, c'est ce style de pensée-là. Ce qui nous amène à la troisième étape. Excusez-moi. Ouais. Bien, je ferai le. Je suis confus, excusez-moi, mais je dois écourter la présentation. Il a toute confiance en moi, donc ça va. Donc on l'amène finalement. Ouais, pas de problème. On l'amène à observer que finalement l'ennemi principal, c'est le style de pensée abstrait analytique, qui nous amène à la troisième étape, qui est d'identifier à partir d'une situation concrète, comme l'expliquait Franck tout à l'heure, à partir d'un objectif simple, réalisable, temporellement acceptable, quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre assez facilement, on va identifier ce fameux style de pensée abstrait analytique, c'est-à-dire qu'on va observer un petit peu ce qui se dégage. Et plus particulièrement, on va observer par rapport à un objectif concret. Alors, il a pris un exemple tout à l'heure, c'est le rendez-vous à la CAF ou ailleurs, je ne sais pas trop où. On va observer quelles sont les pensées qui viennent et quelles sont la nature de ces pensées-là. La plupart du temps, quand les personnes ruminent, assez rapidement, on va retrouver des pensées de type évaluative, je suis nul, de type comparative, les autres sont meilleurs que moi, ou de type auto-réalisatrice, de toute façon, quoi que je fasse, je ne m'en sortirai pas, je vais me planter, etc. Finalement, ce type de pensée a à peu de choses près, ce sera toujours à peu près la même. Ce sera toujours négatif, toujours autoréférencé, et plus particulièrement, on sera toujours sur quelque chose qui va désengager d'action. Quand on regarde les pensées qu'on a listées et qu'on demande à la personne, bah, quand vous voyez toutes ces pensées, est-ce que ça vous donne envie de bouger? Bien là, la plupart du temps, les personnes disent non. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec eux, c'est identifier les fameuses pensées abstraites analytiques et commencer à les discuter pour les transformer en pensées concrètes expérientielles. Alors je dis bien les transformer en pensées concrètes expérientielles parce que on ne va pas restructurer au sens des thérapies cognitives et comportementales, on va essayer d'amener la personne à percevoir que si elle a un style de pensée différent, alors ça va plutôt l'engager dans l'action et ça va plutôt la réorganiser. C'est véritablement amener la personne à observer que le style de pensée concrète expérientielle, quand il est dominant, engage dans l'action. Si on prend un exemple très concret, quelqu'un qui a un rendez-vous, alors j'ai une patiente qui était vraiment ancrée dans la rumination et son objectif c'était d'aller manger avec des copines. C'était un peu compliqué parce que à chaque fois c'était un échec et on a finalement, c'est ce qu'on verra après, réévalué son objectif, réévalué sa problématique et on a commencé à identifier que lorsqu'elle était confrontée au fait d'aller manger avec ses copines, il y avait un certain nombre de pensées abstraites analytiques qui venaient, notamment qu'est-ce qu'on va penser de moi, je suis nul, je ne travaille pas, j'y arrive pas. Bref, on se rendait compte que le plus important pour elle, c'était l'indignité, l'incapacité. Et donc, ça nous a amené à voir les choses différemment en disant, mais peut-être que c'est pas aller manger avec des copines qu'il faudrait, mais plutôt déjà reprendre contact avec elle. Et à partir de ce moment-là, en descendant de 2, 3 crans l'exigence de la situation, alors on a pu identifier des pensées abstraites analytiques beaucoup plus souples et beaucoup plus restructurables pour l'amener à avoir un style de pensée plus ouvert, plus concret, plus expérientiel. Ce qui l'a amené très naturellement à revoir son envie d'y aller et ce qui l'a motivé pour basculer dans l'action. Ça, ce sont des exercices qu'on fait et qu'on refait puisqu'on est dans l'observation des styles de pensée et ce sont des exercices qui doivent à un moment donné
amener la personne à avoir une bonne pratique ou une bonne capacité à faire rouler cette identification. C'est un peu comme dans la thérapie des schémas finalement. Il faut pouvoir repérer à quel moment on va se retrouver avec un style de pensée dominant et à quel moment ce style de pensée est à l'origine de la désorganisation de notre action. La quatrième étape, c'est une étape capitale, c'est se motiver pour engager le changement. Et ça, c'est important parce que on est en pleine balance motivationnelle. La plupart du temps, les gens ont de très très bonnes raisons pour ruminer. D'abord parce que la rumination en tant que telle, enfin, très souvent en tout cas, constitue un évitement majeur. Euh, Paradoxalement, la nature n'aime pas le vide, donc dès qu'il se passe rien, on pense et ça le remplit. C'est devenu quelque chose qui a été appris dans le temps, donc c'est un processus massif, automatique et qui va avoir tendance à se répéter. Donc il faut pouvoir, avec elle, identifier en quoi d'être sur ce style de pensée, de ruminer, va constituer des avantages ou des inconvénients. Et sur 3 plans plus particulièrement, puisque c'est assez simple, sur le plan matériel et organisationnel, sur le plan relationnel, ma relation aux autres, et puis en dernier point, sur le plan de l'estime de soi ou de la projection dans l'avenir. C'est important parce que la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que nos patients vont présenter énormément d'avantages à continuer à ruminer sur le plan matériel et relationnel. Et de ruminer les désengage de l'action, ça ne coûte rien, ils vont annuler, donc ça ira bien. Sur le plan relationnel, ils ne vont pas se mettre à mal finalement. Mais par contre, sur le plan de l'estime de soi et sur la projection dans l'avenir, sur le plan des réalisations personnelles, là, la rumination les dessert considérablement. Et comme dans beaucoup de thérapies, on se rend compte que de reconnecter la personne avec ses valeurs, avec ce qui fait d'elle quelqu'un de particulier, finalement, ça va lui permettre de trouver des ressources pour engager le changement. Une des questions qu'on est en train de poser la plupart du temps lorsqu'on prend en charge les ruminations, c'est qu'est-ce qui serait aussi important pour vous pour que vous puissiez prendre le risque de changer. On essaie de chercher finalement une raison profonde, intrinsèque, pour qui va porter la personne. C'est un peu comme quand on travaille avec des personnes sur un sevrage. La plupart du temps, j'observe que mes patients qui ont arrêté de fumer ou mes patients qui ont arrêté de fumer ne l'ont pas fait pour des raisons de prix, de maladie ou autre chose, sauf dans des cas graves. Ils l'ont fait pour des valeurs. Ben là, on est à peu près dans le même registre, c'est-à-dire qu'on amène la personne à voir que sur le plan des valeurs personnelles, de son estime, de sa réalisation dans l'avenir, finalement, elle va trouver des réservoirs de motivation pour oser prendre le risque de faire différemment. Et c'est une étape cruciale. Donc on passe du temps, quand même, l'air de rien, sur cette fameuse balance motivationnelle, parce qu'il faut l'amener, là encore, à observer qu'il y a des facteurs de maintien motivationnel qui sont peut-être pas au rendez-vous, donc il faut travailler dessus quand ils sont importants. Est-ce que vraiment c'est aussi important de se bouger un peu et de sortir? Est-ce que c'est aussi coûteux que ça? Oui, mais je n'ai pas beaucoup de sous, donc aller au restaurant, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ben, peut-être que plutôt que d'aller au restaurant, vous pouvez boire un café. Pourquoi pas chez vous, chez elle? Bref, on arrive à discuter des éléments qui sont souvent des rideaux de fumée qui l'empêchent d'agir et qui la maintiennent dans une posture de rumination. La cinquième étape, c'est programmer le changement. Toute thérapie cognitive et comportementale part du principe qu'on va devoir à un moment donné passer à l'acte et qu'il va falloir programmer le changement. Et pour programmer le changement, on va avoir 2 éléments importants qui sont à prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'est-ce qu'on fait, où, quand et comment. Mais l'élément principal qui vient presque avant toute chose, c'est de bien définir le problème. C'est-à-dire que si, dans le cas de ma patiente qui voulait manger avec les copines, on reste sur cet objectif-là et qu'on ne fait pas une analyse plus profonde de qu'est-ce qui me gêne véritablement, qu'est-ce qui me pose problème, quel est mon problème dans cette situation-là, on risque de passer à côté et de lui proposer un objectif qui sera pas inatteignable, mais beaucoup trop important, sur lequel elle risque de se décourager. Donc, quelquefois, il vaut mieux revenir en arrière, il vaut mieux réanalyser le problème, identifier en quoi la confrontation à l'autre va être une problématique et travailler sur un plan d'action et sur une programmation de changement plus réaliste et plus adaptée. Ce qui nous amène bien évidemment sur le 6e point à définir les étapes. De la première chose à faire jusqu'à la dernière, c'est vraiment un step by step, hein, c'est vraiment un mode pas à pas, avec quelque part une sorte de décomposition cognitive de chaque action qu'il va falloir mettre. L'exemple que prenait Franck tout à l'heure est assez intéressant par rapport au patient qui avait un rendez-vous dans une administration. Finalement, après avoir réanalysé ce qui lui posait problème,
on est redescendu de cran en dessous, et avant de se rendre dans l'administration, on a travaillé davantage sur la programmation d'un rendez-vous téléphonique, d'un appel téléphonique pour prendre rendez-vous. C'est important parce que, l'air de rien, si on se précipite ou si on glisse dans une perspective de self-monitoring, c'est-à-dire je devrais faire ceci, c'est comment ça se passait avant, comment ça devrait se passer maintenant, en fait, on va véritablement se prendre les pieds dans le tapis. Or, ce n'est pas du tout le sens de la démarche. Le sens de la démarche, c'est de reconstruire des cercles vertueux, donc d'être dans une progressivité par rapport à un plan d'action. Et il vaut mieux être plus modeste, avoir des objectifs plus restreints, mais les réussir plutôt que de s'engager sur des voies pour lesquelles on risque d'avoir des désillusions. Donc ça, on définit un plan d'action et on n'hésite pas à descendre dans les sous-tâches, toujours pareil, avec s'il y a des pensées abstraites analytiques sur chacune des tâches, on essaie de les neutraliser en ayant une perspective différente, plus ouverte, plus concrète et expérientielle, pour engager dans l'action, donner envie d'y aller. Et enfin, la dernière étape, l'étape ultime, c'est la fameuse étape d'évaluation, c'est d'évaluer les conséquences concrètes sur l'action. Donc en fait, lorsqu'on réalise une action, on fait une expérience comportementale, l'idée, c'est vraiment d'aller mesurer avant-après ce qui se passe, mais aussi l'adhésion à ce que l'on croit avant et ce qui se passe après. C'est-à-dire que est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai des croyances particulières? Est-ce que j'ai à un moment donné des attentes ou des freins? Est-ce qu'il y a des évitements particuliers? Et finalement, après coup, une fois que j'ai mis en place cette action, quand je débriefe, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? En quoi ça m'a satisfait? Parce qu'il y avait quand même un effort, l'air de rien. Et surtout, est-ce que, au final, pour réaliser cette action, ça valait bien le coup de ruminer et d'éviter? Est-ce que ça m'était utile? Est-ce que ça m'était nécessaire? Et est-ce que ces évitements m'apportaient quelque chose? De continuer à faire comme ça, jusqu'où ça m'a mené? Et la plupart du temps, on constate que c'est une impasse. De faire autrement, d'être plutôt dans une perspective concrète expérientielle. Qu'est-ce que ça m'amène? En quoi ça va affaiblir certaines croyances et en quoi ça m'amène à m'engager différemment? Quels sont les cercles vertueux que je peux reconstruire? En quoi ça améliore mon estime de moi, ma confiance? Et donc, comment je vais pouvoir répéter ces expériences comportementales? Et on construit ça avec le patient une fois, deux fois, trois fois, aussi souvent que nécessaire, sur des petits objectifs s'il faut, mais à chaque fois, c'est une expérience comportementale qu'on va revalider et analyser avec lui. En conclusion, lorsqu'on travaille avec ces patients-là, on fait toujours une hypothèse de travail parcimonieuse parce qu'il vaut mieux avoir des objectifs modestes, individualisés, très centrés, et parce qu'on n'est pas non plus dans une recette. Les ruminations, c'est vraiment un style, c'est pas juste une pensée particulière, c'est pas quelque chose qui va être ponctuel. C'est un processus qui peut prendre des heures et des heures. Des gens qui ruminent sur 2, 3, 4, 5, 6 heures, des fois des jours entiers. Et en fait, c'est un processus qui est en arrière-plan, en background, et qui va être tout le temps là. On s'attaque avec la personne au processus avec une réelle intention de changer. C'est vraiment la motivation intrinsèque, c'est vraiment les valeurs qu'on va convoquer. Finalement, la plupart du temps, je n'arrête pas de dire la plupart du temps, la plupart du temps, donc, je dis aux patients, ben, vous valez quand même un peu mieux que ça, peut-être non. Et cette simple formulation leur permet d'aller chercher dans ce mot idéal les valeurs qui les constituent, ce à quoi ils se rattachent et ce qu'ils se donnent. Et c'est prendre soin de soi et c'est donner des éléments motivationnels suffisamment puissants pour que la personne ose prendre le risque de changer. La plupart du temps, encore une fois, on revient tout le temps sur le programme et on voit avec la personne si ça lui convient, si ça l'a aidé, en quoi on pourra améliorer ses ressources et en quoi ensuite on va redéfinir la suite de la thérapie. Donc c'est une prise en charge qu'on a élaborée au CADA avec ces 7 points au centre accueil dépression de la clinique Anous. C'est une prise en charge qui peut se faire en individuel mais qui se fait aussi très bien en collectif parce que dans le collectif, on va retrouver à un moment donné des ressources qui sont profitables et mutualisables les uns les autres. C'est-à-dire que une expérience ou une fiche ou un exemple concret pris par un patient ou une patiente, décortiqué au tableau, finalement, va permettre aux autres de s'exprimer, de voir que finalement, on fonctionne tous à peu près de la même façon, qu'une pensée abstraite analytique, c'est toujours une pensée autoréférencée, c'est de moi dont il s'agit, même quand je me compare aux autres,
que c'est toujours une pensée négative et qui est soit évaluative, comparative ou autoprédictive, et que ça nous enferme dans un style qui désorganise nos actions et qui nous amène à nous replier complètement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en groupe et en individuel. C'est un peu le programme qu'on a développé, qui sera certainement présenté au CADA en 2024. On vous a mis quelques éléments de bibliographie, donc sur 2 pages. Alors, on peut, quand on fait la bibliographie, en mettre des tonnes parce que il y a énormément d'articles qui ont coulé sur ce style de pensée abstrait-analytique, beaucoup de Watkins. J'ai essayé de vous mettre les principaux articles, mais vous verrez qu'il y en a pas mal d'autres. Je vous ai rajouté les 3 livres, bien évidemment, de notre éditeur exceptionnel, Franck Perret. Faire face aux paniques, à l'agoraphobie et aux troubles anxieux généralisés, parce que finalement, on retrouve beaucoup de ruminations dans les troubles anxieux. Et puis, en toile de fond, en tout cas sur le principe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est amené à travailler avec les patients à la mesure du patient, de façon très intégrative, mais surtout avec une chronologie, un avancement qui va l'amener à observer et à observer toujours un mode de fonctionnement pour qu'il se pose tout naturellement la question de savoir si c'est bien utile de continuer à fonctionner comme ça. La motivation, elle doit venir du patient et de la patiente elle-même, et elle doit venir de la règle simple d'observation qui consiste à dire que si je continue, je vais dans l'impasse. Et la plupart du temps, cette motivation-là est assez inébranlable. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Oui. Oui. Des questions? Il y a des questions dans le chat, si tu veux les reprendre, Gérard. Alors, c'est une bonne... ouais, alors, c'est dans réaction, c'est ça le chat? Oui. S'il y a des participants qui veulent poser des questions en direct, vous pouvez lever la main. Je vais vous permettre d'ouvrir votre micro. Je vois qu'il y a Monsieur Pascal Otavi. Je vais vous permettre d'ouvrir votre micro pour poser votre question. Fanny, est-ce que tu pourrais ouvrir à Franck? Il est coincé au portail, en fait. Ah oui, bien sûr. Je vais partager tout le monde, hein, parce que c'est Oui. l'organisation. Alors, est-ce qu'il y a une question avec un micro ouvert ou je commence à lire le fameux chat? Alors, il y a une question de Pascal Otavi qui était par rapport au vagabondage mental. Combien de temps passons-nous sans le savoir dans cet état dans la journée? A priori, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais a priori, sur l'étude qu'ils avaient menée, euh, assez longtemps, on a le vagabondage, c'est un mode automatique. Donc c'est quelque chose qui prend naturellement place dès lors que on n'est pas à l'arrêt, parce que finalement, le DMN montre tout le temps en activité. Mais lorsqu'on n'est plus sur une tâche attentionnelle ou sur un objectif particulier, alors c'est l'autre mode de relais qui passe. Mais le vagabondage en soi, c'est pas mauvais. C'est un processus cognitif normal et tout le monde en fait. C'est dans sa version pathologique que ça devient compliqué. C'est un peu comme si on comparait le stress et l'anxiété. On pourrait dire que finalement, l'anxiété, c'est la complication du stress. Autre question. Le son se coupe quand le docteur Perret s'éloigne du micro. Il ne faut pas que tu t'éloignes du micro. Excusez-moi pour cette interruption. Okay. La prise en charge passerait par l'évaluation avant et après l'exposition. Mais s'il s'agit de rumination sur un état lié au trouble et pas à une situation où ils ont des symptômes physiques liés à l'anxiété généralisée et à la panique, quels conseils ou outils proposer aux patients pour s'en sortir? Est-ce que tu veux répondre ou je réponds? Et je ne comprends pas la question. Elle est trop... Je comprends qu'il y a un problème, mais excusez-moi parce que j'ai été obligé de m'absenter un moment et je reviens. Donc ça explique un peu la confusion. Mais ce que je ne comprends pas, c'est exposition. Là, vous parlez en fait de quoi? C'était Susanna.
sais pas si Susanna peut rajouter un point. Okay. Bon, je n'ai pas de complément de la part de Susanna. Par contre, ce que m'inspire la réflexion de Susanna, c'est que j'ai énormément de patients et de patientes qui, comme on le retrouve dans la littérature, avec la concrétude réduite de Borkovec, vont déclencher assez facilement une grande vulnérabilité aux sensations physiques et vont avoir un mode, on va dire, de pensée abstraite analytique qui est renforcé avec cette activation. C'est-à-dire que finalement, on rumine assez facilement dès lors qu'on a même une sensation négative qui apparaît. C'est pour ça que c'est très fortement lié d'ailleurs aux symptômes de la dépression ou à l'anxiété. Alors, excusez-moi, parce que je me là, non, oui. Voilà. Sans jouer sur les mots, on ne parle pas d'exposition, c'est des expériences. L'exposition, c'est pour gérer l'anxiété qui tombe dans les troubles anxieux. La deuxième chose, dans votre question, c'est que rumination sur un état lié au trouble et pas une situation. Vous posez une question théorique qui n'est pas sans intérêt, mais moi, ça ne représente rien de concret. Vous dites exemple, symptômes physiques liés à l'anxiété généralisée, état de panique et tension. Mon problème, c'est d'abord de définir est-ce qu'on est dans une rumination. Là, vous parlez d'un état ponctuel qui peut se répéter beaucoup. Mais une rumination, c'est une pensée focalisée, c'est un processus intellectuel focalisé sur soi et négatif. Donc, tout le problème, c'est de revenir avant d'imaginer une exposition. Tout le problème, c'est est-ce qu'on est dans une définition de rumination au sens processus tel qu'on a décrit, et si on est dans une rumination, on va traiter la rumination. C'est-à-dire qu'on va essayer d'affaiblir les pensées abstraites analytiques avec un raisonnement ou une expérience. Donc, votre question, on ne peut pas y répondre parce qu'elle n'est pas assez précise dans le cadre de l'analyse fonctionnelle d'une rumination. Alors, ce n'est pas du tout une critique que je vous fais enfin, personnellement, et fondamentalement, c'est toute la subtilité de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et d'abord, c'est le diagnostic de la rumination. Et la rumination, c'est quand vous dites est-ce qu'il s'agit de rumination sur un état lié au trouble, à ce moment-là, quelles sont les ruminations et comment on peut les analyser? Quelles sont les pensées de la rumination? On ne peut pas répondre à votre question sans commencer par définir si oui ou non il y a un processus de rumination, donc des pensées récurrentes négatives, qui peuvent tout à fait, dans la logique de ce que vous décrivez, être relatives à votre état. Mais est-ce que c'est des inquiétudes? Est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes récurrentes? Ce n'est pas une rumination au sens dont on a parlé. La rumination, c'est la pensée évaluative, négative, centrée sur soi. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi de faire une telle présentation, parce qu'on n'a pas trop le temps de vous préparer à préparer des cas cliniques, pour nous vous en montrer, pour vous mettre dans le bain. C'est ça. Ah, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ah, on est revenu là-dessus, ok. Et donc, on est où là? J'espère que vous nous voyez parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Ok. Alors, ce que vous proposez ressemble fortement à une approche ACT, TCC troisième vague, non? Pas du tout.
Non, non, ça va. Moi, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Non, ça ressemble pas vraiment à l'approche de troisième vague ou même d'acceptation. On est vraiment sur l'auto-observation, la compréhension d'un processus qui est automatique, qui est massif et qui va complètement colorer la façon dont l'individu va penser. Et c'est plus une démarche d'accompagnement et de changement plus que d'acceptation ou de gestion de ses émotions. On est davantage sur l'objectivation d'un processus qui est à l'origine quand même d'un biais majeur et qui va l'amener à un moment donné à avoir de façon préférentielle ou de façon automatique et systématique des actions désorganisées et une perspective toujours la même. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une pensée abstraite analytique, c'est une pensée autoréférencée, négative, évaluative, comparative ou autoprédictive. C'est vraiment quelque chose qui enferme la personne. Alors, la question sur acte, c'est un fonctionnement en étoile. Il y a plusieurs axes pour appréhender un problème. Nous, on reste dans un axe qui est très classique dans les thérapies cognitives et comportementales, en particulier cognitives, c'est-à-dire qu'il y a une analyse fonctionnelle qui est focalisée sur un processus cognitif, un processus de traitement de l'information à un moment donné, qui est que dans un contexte donné, le traitement de l'information est complètement aspiré par l'évaluation de soi. On n'est plus en face d'un problème, on est le problème. Donc ça n'a rien à voir avec, c'est pas du tout la modélisation de actes, qui elle-même est très complexe parce qu'il faut s'y retrouver dans les différents axes de la prise en charge. Même si ils sont pas sans intérêt, je ne critique pas. Mais on est une analyse fonctionnelle en actes, pour moi, c'est très très compliqué. Là, on vous propose quelque chose qui est subtil, mais qui est très très simple. Est-ce qu'on est dans un processus de rumination? Oui, si c'est des pensées récurrentes négatives, centrées sur soi. À partir de là, l'objectif, c'est quoi? C'est pas tellement de faire les choses aux gens, parce que s'ils les font après, c'est qu'ils vont mieux. C'est plutôt de les aider à comprendre que leur ennemi, c'est la pensée abstraite analytique. Ils peuvent avoir de très bonnes raisons de l'avoir, comme on peut avoir des raisons d'avoir peur. C'est pas une maladie d'avoir peur, avec soi. Mais ils peuvent avoir de très bonnes raisons de s'accabler ou de manquer de confiance en eux. Le problème, c'est que plus ils s'accablent et ou plus ils manquent de confiance en eux, plus ils sont désorganisés, inhibés ou désorganisés. C'est à la fois très simple et très subtil. Mais on réduit, si vous voulez, dans un contexte donné, situation, si vous voulez, situation, émotion, pensée. On peut rester dans ce côté triade de Beck. Le problème, c'est que la situation, en fait, c'est une personne devant une problématique, ce qui pour lui est une problématique. Et la problématique, c'est l'idée qu'il a de lui-même en face du challenge. Et il se sent incapable de faire face à, même s'il sait faire, il se sent incapable. On voit un peu la même chose parfois dans l'anxiété de performance. Il y a des gens qui sont très bons et qui ratent régulièrement les examens ou un oral, parce que à ce moment-là, ils sont focalisés sur l'idée qu'il ne faut pas qu'ils disent de bêtises, et ils ne sont plus du tout focalisés sur ce qu'ils ont à dire ou leur réflexion qui est très claire quand ils sont à l'écrit. C'est toute la subtilité de la démarche qui consiste à faire comprendre qu'on n'est pas dans le cadre des colonnes de Beck, où on va restructurer une pensée automatique négative. On n'est pas là-dedans, on est dans une observation d'un style de pensée, et donc on est davantage dans cette confusion, cette fusion et cette confusion entre la situation que la personne observe et elle-même. Nous, quand on a commencé à faire nos interventions avec les groupes, Franck avait fait un schéma, c'était un œil, il y avait marqué problème devant, et en fait, il disait quand tout va bien, vous regardez le problème directement.
quand vous ruminez, et il dessinait un gros moi en plein milieu entre l'œil et le problème, il dit que vous vous voyez dans le problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne regardez plus la problématique, vous vous voyez vous. Et c'est vraiment cette notion de confusion et de fusion entre soi et le problème qui réside dans le cœur du style de pensée. Donc, il ne s'agit pas de dire, je dis ça parce que j'étais en train de dire la question d'Elisa, je n'ai pas bien compris comment passer du mode abstrait au mode concret expérientiel. En fait, on n'est pas là pour restructurer une pensée au sens béckien du terme, on est là pour l'amener à changer de style de pensée. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit je ne vais pas y aller parce que je suis nul, que je vais bégayer, qu'ils vont voir que je suis en retard, que j'ai rien foutu. En fait, s'il reste avec cette pensée-là, ça lui donne pas du tout envie d'y aller. Donc on l'amène à voir comment on pourrait imaginer la situation différemment. Et plus particulièrement dans le groupe, parce qu'on le fait souvent en groupe, on a souvent des personnes qui spontanément, concernées par ces problématiques de pensée abstraite analytique, vont me dire mais en fait tu vas pas à pas, tu fais ce que tu peux, tu vas voir comment ça se présente, et puis peut-être qu'en face de toi, de toute façon, tu as des gens qui ont l'habitude d'avoir des gens en difficulté parce que c'est un service qui est dédié à ça. Et le fait de pouvoir échanger entre eux et de voir qu'il peut y avoir d'autres façons de percevoir la situation, de se dire bah, si je me dis ça, est-ce que ça me donne plus envie d'y aller? Est-ce que c'est plus acceptable? Eh ben, ça change toute la dynamique. Et c'est véritablement une habitude, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraînement, c'est une habitude dans le style de pensée. On n'est pas là pour restructurer. Malheureusement, on a des patients qui vont avoir des interlocuteurs particulièrement mauvais ou particulièrement difficiles, et ça peut renforcer des croyances négatives. Donc on est plus centré sur leur style de pensée, sur cette fusion et cette confusion, pour les amener à percevoir un exercice, un objectif différemment et pour s'engager dedans. C'est un peu la subtilité, et c'est toute la. Alors, c'est vrai que Franck le disait souvent parce qu'on a échangé là-dessus, mais le génie de Beck, c'est d'avoir travaillé sur les distorsions cognitives. Bah, le génie de Franck, c'est de travailler sur ce style de pensée. Pas moi qui l'ai inventé, plutôt Watkins. Mais voilà, le problème, encore une fois, c'est là-dessus qu'il faut vraiment détendre. Le problème, c'est comment je me vois face au problème. Si j'ai peur que vous entendiez mes défauts de prononciation, il faut que je me taise. Si j'espère ne pas en avoir, je n'ai pas tort, mais le problème, c'est que ce n'est pas possible. Donc, ou, pour ne pas avoir l'air d'avoir un défaut, je me tais, ou alors je prends le risque que certaines personnes soient énervées parce que j'ai mon défaut, ou se moquent de moi. Si certaines personnes se moquent de moi, ce qui m'est arrivé, gentiment ou pas gentiment, c'est très pénible, mais ça ne signifie pas que je suis à mettre au rebut. C'est-à-dire que moi, si je suis très mal, je vais me confondre avec mon défaut et je ne vais plus jamais ouvrir la bouche. Et donc, je vais plutôt, pour reprendre l'expression d'un titre de camarade André que j'aimais bien, imparfait, libre et heureux. Voilà. Il a commencé à s'occuper de méditation. C'est ça, c'est-à-dire que la méditation peut aider effectivement à assouplir toutes les réactions émotionnelles négatives qu'on a dans certaines situations. Par contre, elle n'est pas destinée à traiter les gens en grande difficulté, et deuxièmement, elle ne change pas directement, ou elle focalise pas son intervention sur le processus psychologique. Et le processus psychologique, c'est quand j'ai peur ou quand je suis abattu, déprimé, je pense d'une manière qui va m'enfermer dans ma peur ou dans ma dépression. Pourquoi? Parce que je vais m'identifier au problème. Le problème, c'est moi. Ça résume bien les pensées abstraites analytiques. Le problème, c'est moi. Quand le problème, c'est moi, il n'y a pas d'issue. Alors, le problème, c'est moi,
ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être j'ai peur d'être en échec. Il faut très bien respecter que dans certaines situations, on a très peur d'être en échec. Si j'ai peur d'être en échec, parce que j'aurais dit une bêtise, par exemple, c'est un truc qui va être mal perçu, je n'ai rien à dire. Parce que sur le moment, je vais être dans un état émotionnel qui va me connecter juste à surtout ne dis pas de bêtises. Mais donc c'est une pensée abstraite analytique. Mais c'est pas idiot de ne pas vouloir dire de bêtises, mais ça ne me dit pas ce qu'il faut que je dise. Ça ne m'oriente pas sur le risque que je peux prendre à dire quelque chose. Donc à chaque fois, si vous voulez, notre travail, c'est de voir si on peut passer d'une analyse fonctionnelle d'Étienne, que vous connaissez sans doute tous depuis longtemps, à une autre forme d'analyse fonctionnelle qui n'est pas une analyse au niveau du raisonnement, ou des distorsions de raisonnement, qui est une analyse plus globale sur l'effet d'une pensée. Quand je pense comme ça, où est-ce que ça m'emmène? Donc, on ne va pas vous demander de penser, surtout quand je dis vous, je pense à un patient, on ne va pas lui demander de penser autrement. On va simplement essayer petit à petit de l'amener en avoir, passez-moi l'expression, ras-le-bol de penser comme ça. Son ennemi, c'est pas la rumination, c'est, si vous voulez, c'est les conséquences de la rumination. C'est qu'à chaque fois, il est dans l'idée qu'il faut qu'il soit parfait, la vie devient invivable. Je ne sais pas si c'est clair, ça. C'est l'exigence interne qui n'est pas une maladie en soi. Mais l'exigence interne connecte à une espèce de logique en tout ou rien. C'est bien ou c'est mal. Donc, en fait, c'est presque toujours mal une fois bien. Voilà. Et que dans les ruminations, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune flexibilité. On peut travailler des choses comme ça avec d'autres méthodes et avec mindfulness, mais les gens qu'on voit qui ruminent sont d'une rigidité absolument phénoménale, parce que malgré leur bonne volonté, ils sont enfermés dans cette pensée abstraite analytique. Ils ne peuvent. Alors, je vais vous donner un exemple. Peut-être pas un des groupes, c'est un groupe, quelqu'un dans un groupe de notre camarade Maxime Bonheur, une dame enseignante, 45 ans sans doute, qui est atteinte d'une surdité qui va croissante, et une surdité qui est un peu un aspect positif, c'est qu'elle entend encore, et un aspect négatif, c'est que quand il y a du brouhaha autour d'elle, elle n'entend plus, elle n'arrive plus à discriminer. Vous imaginez le problème que ça pose à un prof dans une classe. Donc dès qu'il y a un peu de bruit, ou dès qu'il y a du bruit, elle est complètement stressée, enfin après elle s'ajoute une mauvaise prof, etc. Donc elle est arrivée à l'hôpital de Gaulle, en fait, eh bien, et en plus, ça prenait des proportions telles que le médecin du travail préconisait le fait qu'elle arrête de son métier. Qu'est-ce qu'elle a pensé quand on lui a dit ça? À part la peine de se sentir responsable d'être une mauvaise prof. Bon. À la fin du groupe, elle était toujours aussi peinée de la situation, mais elle pouvait témoigner du fait que ne pas se sentir responsable, c'était quand même, ça rendait les choses beaucoup moins avivables. Voilà. Et elle était assez calme avec je veux dire, la tristesse et la déception cohérente, si vous voulez, avec ça, mais elle n'était plus en train de se reprocher d'avoir le défaut. Je ne sais pas si c'est clair, les autres que je vous donne. Et au début, elle se confondait avec son défaut, elle était une mauvaise prof,
ne pas pouvoir exercer son métier de prof à cause d'un handicap, c'est pas être un mauvais prof. Par contre, la situation est aussi, concrètement, la situation est tout aussi invivable. Mais elle avait deux problèmes au départ, cette surdité relative, et elle s'en accablait comme si elle en était responsable, et à la fin, elle s'en accablait plus, elle était juste triste de ne plus pouvoir faire son métier, et renoncer à essayer de le faire sans pouvoir le faire. Ça, c'est un exemple sur l'orientation qui était très forte. Au passage, une remarque, mais dans les groupes, ce qui est très intéressant, c'est que dès le début du groupe, on voit que les gens, mutuellement, les patients, ont une pensée bienveillante pour le voisin, que le voisin en a une pour eux, et dans les deux sens, eux, ils s'auto-accablent, alors que les autres leur disent non, compte tenu de tous les embêtements que tu as, c'est normal. Voilà, c'est pas plaisant, mais c'est cohérent, c'est pas incohérent, c'est juste normal. Et donc, ça, on l'utilise pour leur dire, vous voyez, le même problème, on peut le regarder de deux manières différentes. Il y en a un qui s'attribue le problème, et il y en a un autre qui parle des conséquences du problème. Le premier, il a le problème et il s'en attribue la responsabilité. Le deuxième, il dit, je comprends que ça te fasse de la peine ou que ça soit très dur à vivre, mais tu n'en as pas un responsable. Les gens le lui disaient dès le début, mais elle ne les entendait pas au début. Elle n'entendait pas ça. Elle croyait qu'ils étaient gentils, elle le vivait comme s'ils étaient gentils pour la consoler. En fait, à la fin, elle s'est rendue compte qu'elle était authentique, d'autant plus qu'elle était capable d'avoir cette bienveillance juste normale pour d'autres qui ne l'avaient pas pour eux-mêmes. Donc ça facilite beaucoup les thérapies de rumination parce que c'est pas, on n'est plus dans le gentil thérapeute en face du méchant malade, si je puis dire. C'est alors que le fait de recontextualiser, certaines personnes l'entendent comme si, mais oui, mais vous êtes gentil. Oui, ça nourrit la rumination de toute façon. Voilà. Ce qui me fait penser à un cas concret en TSPT, puisqu'il y avait deux questions par rapport à ça. On a eu un banal accident de la voie publique qui guérissait pas, et un accident de scooter dans un rond-point qui guérissait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que le principal facteur de maintien du trouble et ce qui empêchait d'aller dans la prise en charge, c'était la rumination. Il avait une image très négative de lui du fait de son incapacité, de ce que ça lui renvoyait en termes de dignité et de capacité. Et donc, il marinait dans cette vision très négative et tout ce qui était entamé, tout ce qui était proposé, il était sous l'angle de la pensée abstraite analytique. On a galéré un bon moment. Hein, oui, bien sûr. On a galéré un bon moment avant qu'il arrive à comprendre que son premier obstacle, alors ça fait un peu écho à la question que vous posiez sur est-ce qu'on traite d'abord l'un ou l'autre. Bon, la plupart du temps, on bricole, on fait ce qu'on peut avec la personne, et puis en fonction de ce qui est le plus important. Mais là, en l'occurrence, pour lui, on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord traiter la rumination, neutraliser ce style de pensée pour qu'il puisse s'engager et créer les conditions pour qu'il puisse s'engager dans la prise en charge. Ça qui est intéressant, parce que tant qu'on a essayé d'appliquer des protocoles éprouvés, qui fonctionnent bien du reste, on était complètement bloqué. Tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il anticipait, était connecté irrémédiablement à un style de pensée abstrait analytique. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce que vous avez présenté tout à l'heure, il est clair qu'avec le recul, on a pu observer qu'à aucun moment il était dans le moment présent. Il était toujours soit en rumination sur le passé ou sur l'avenir, avec des conséquences bien évidemment particulièrement négatives, mais il n'était jamais sur le moment présent. Quand on a commencé à neutraliser les ruminations, là il a commencé à enchaîner les processus de soins sur des douleurs cliniques ou autres qui lui ont permis d'avancer étape par étape. Donc quelquefois, ça se joue à peu, mais c'est un facteur de maintien important. Et c'est peut-être aussi ce qui explique
que dans certains cas, malgré tout ce qu'on puisse sortir, malgré les boîtes à outils qu'on a, malgré les conseils, les échanges, on voit que la personne n'arrive pas à sortir de cette logique. Donc c'est toujours bon d'aller chercher s'il n'y a pas un style de pensée abstranétique qui est sous-jacent là-dedans. C'est un gros facteur de maintien. On a dépassé le temps. Je ne sais pas s'il y a une ou deux autres questions. En tout cas, on espère que cette présentation n'a pas été trop compliquée. Alors, ce qu'on observe dans les groupes, c'est que la plupart du temps, les gens comprennent intellectuellement ce qu'est la rumination, mais il faut vraiment pratiquer pour s'y mettre. Après, je pense qu'on sera amené à vous proposer certainement d'autres formes de sensibilisation et formation sur les ruminations, puisque, comme je vous le disais, dans le cadre du CADA, en 2024, il y aura certainement quelque chose de proposé. Merci à vous, merci pour votre attention. Et Merci. puis, ne ruminez pas trop, parce que c'est un peu gênant quand même, finalement. Bien que les pensées répétitives peuvent être constructives, parce que quelquefois, ça nous aide à trouver des solutions. C'est bien là qu'est le problème. Arriver à voir quand est-ce que c'est fonctionnel et quand est-ce que c'est dysfonctionnel. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour votre attention. Et Alors, merci à toi, Franck. juste un mot. En bibliographie, Watkins écrit un bouquin, il est en anglais, sur la thérapie qui déroule, qui est quand même pour ceux qui lisent l'anglais, c'est quand même une référence, avec une limite, si vous voulez, c'est que il ne parle pas des ruminations abstraites, c'est-à-dire sur les valeurs. C'est excellent pour les ruminations avec des choses à faire, et ça ne traite pas la distinction qu'on avait faite tout à l'heure sur les ruminations abstraites, c'est-à-dire où les gens sont complètement centrés sur leurs valeurs en sens négatif du terme. Donc là, les plus durs. Voilà, c'est les plus compliqués à tortiller, mais il faut enfin, moi, c'est en moulinant sur ce bouquin que j'ai commencé à comprendre comment il fallait s'organiser. Je t'ai laissé mouliner, c'est mieux. Bonne soirée, merci à vous. Bonne lecture et très bonne continuation à tous et à toutes.